Bonjour et bienvenue pour la présentation de Endeavor, un jeu de Carl de Visser et Jarrad Gray, édité en 2009 par Istari. On peut y jouer de 3 à 5 joueurs âgés d'au moins 12 ans pour une partie qui durera en moyenne 1 heure et demie. Pour commencer, vous devrez d'abord placer le plateau de jeu au centre de la table. Répartissez ensuite aléatoirement les jetons de commerce sur le plateau en les plaçant face visible sur toutes les cases des pistes de fret, sur toutes les villes et sur toutes les routes qui les relient. Triez les cartes actives par type et empilez-les face visible aux endroits appropriés du plateau. Chaque pile est classée du bas vers le haut de la carte numéro 5 à la carte numéro 1. La pile est ensuite recouverte par la carte gouverneur. Pour les paquets esclavage et Europe et Méditerranée, la carte gouverneur est remplacée par la carte numéro 0. Triez et rangez les différents bâtiments sur le plateau consacré. Chaque joueur choisit une couleur et reçoit un plateau individuel, les 4 marqueurs statuts et les 30 marqueurs population de cette couleur. Les marqueurs sont posés sur la case 0 de chacune des 4 pistes de statut. Le premier joueur désigné aléatoirement reçoit le marqueur premier joueur. Les grands jetons de score sont mis de côté, ils ne serviront qu'à la fin de la partie. Une partie d'Endeavor dure 7 tours, chaque tour est constitué de 4 phases. Le premier joueur commence chaque phase, puis les autres joueurs jouent dans le sens des aiguilles d'une montre. La première phase est une phase de construction, la deuxième phase une phase de croissance, la troisième phase les salaires, et la quatrième phase la résolution des actions. Pendant la phase de construction, chaque joueur va devoir choisir une tuile de bâtiment parmi celles disponibles dans la réserve et la poser sur un espace de construction vide de son plateau individuel. Le score d'industrie de chaque joueur détermine le niveau de construction. Les joueurs ne peuvent choisir que des bâtiments d'un niveau inférieur ou égal à leur niveau de construction actuel. Les joueurs peuvent construire un bâtiment qu'ils possèdent déjà. Les joueurs ne peuvent pas choisir un bâtiment de niveau 5 s'ils en ont déjà construit un. Certains bâtiments comportent un ou plusieurs symboles industrie, culture, finance ou politique. Quand de tels bâtiments sont construits, le joueur augmente son score sur la piste correspondante en faisant progresser son marqueur. Une fois que tous les joueurs ont construit un bâtiment, on passe à la phase de croissance. Au cours de cette phase, chaque joueur fait passer des marqueurs population de sa réserve à son port. C'est le score de culture qui détermine le niveau de croissance et qui indique donc le nombre de marqueurs population à prendre dans sa réserve. Une fois que tous les joueurs ont ajouté leur marqueur population, on passe à la phase salaire. Pendant cette phase, chaque joueur effectue un certain nombre de paiements, ce qui lui permet de récupérer les marqueurs de population précédemment placés sur un bâtiment en les regroupant avec l'ensemble des marqueurs déjà présents dans son port. Cette phase est volontairement ignorée au premier tour puisqu'aucun bâtiment n'a encore été activé. C'est le score de finance d'un joueur qui détermine le nombre de salaires que son empire peut payer et donc le nombre de marqueurs qu'il pourra récupérer. Si un joueur a plus de marqueurs population dans ses bâtiments qu'il ne peut effectuer de paiement, il peut choisir quels sont les marqueurs population qui retourneront au port et ceux qui resteront dans les bâtiments. Si un joueur a plus de paiements qu'il n'a de marqueurs de population sur des bâtiments, tous les marqueurs population sont renvoyés au port et les paiements en excédent sont perdus. Chaque bâtiment libéré est donc activable pendant la phase d'action. Les bâtiments encore occupés après la phase des salaires ne pourront être utilisés pendant la phase d'action. Après cette phase des salaires, on passe à la phase des actions, pendant laquelle chaque joueur, en commençant par le premier joueur, effectue une action. La phase se poursuit jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Chaque joueur pendant cette phase va donc pouvoir activer un bâtiment de son choix en y plaçant un jeton population provenant de son port, ou dépenser un jeton de commerce précédemment acquis pendant la partie. Grâce à ces deux possibilités, le joueur va pouvoir affréter, c'est-à-dire prendre un nouveau marqueur de population dans son port et le poser sur la piste de fret d'une région. La case choisie doit être la plus éloignée du tas de cartes.
Il prend alors le jeton de commerce qui se trouvait sur cet espace, puis le place face visible sur son port. Un jeton de commerce qui comporte un symbole industrie, culture, finance ou politique augmente immédiatement son score d'une case sur la piste correspondante. Il est possible d'accomplir une action de fret dans une région dont la piste est pleine. Le marqueur de population est alors placé à côté de la piste et son propriétaire ne gagne aucun jeton. Dès que le dernier espace libre sur la piste de fret d'une région est pris, la région est considérée comme ouverte. La carte du dessus de la pile des cartes actives de la région, le gouverneur, revient au joueur qui a placé le plus de marqueurs population sur la piste de la région. En cas d'égalité, le gouverneur revient à celui dont le marqueur est le plus proche du tas de cartes. Une carte gouverneur est placée en priorité sur l'emplacement gouverneur ou sur l'un des emplacements de cartes normaux du plateau individuel du joueur. Les cartes collectées permettent d'avancer les marqueurs de statut d'un nombre de cases égal au nombre de symboles présents sur la carte et ou gagner des points de victoire à la fin de la partie. Au lieu d'affréter, le joueur peut choisir d'occuper un emplacement. Le joueur déplace un marqueur population de son port sur une ville inoccupée. Il prend le jeton de commerce placé sur la ville et le pose face visible dans son port. Seules les villes des régions ouvertes peuvent être occupées. Et pour occuper une ville, un joueur doit être au préalable présent dans la région en ayant par exemple un jeton population sur la piste de fret. Quand un joueur a des marqueurs population dans chacune des deux villes reliées par une route, on dit qu'il contrôle cette route. Le joueur prend alors immédiatement le jeton placé sur la route et le pose face visible dans son port. Si le joueur ne désire pas réaliser les actions affréter ou occuper, le joueur peut très bien attaquer. Le joueur commence par retirer un marqueur de population de son port et le place dans sa réserve. Puis il choisit une ville déjà occupée par le marqueur population d'un autre joueur et le remplace par un de ses marqueurs population présents dans son port. Une attaque peut bien évidemment donner le contrôle d'une ou plusieurs routes à un joueur. L'action payer permet quant à elle de déplacer un marqueur population de la zone d'activation d'un de ses bâtiments à son port. Cette action libère à la fois le bâtiment et le marqueur population qui pourra servir ultérieurement. Un bâtiment ne peut pas utiliser sa propre action payée sur lui-même. Le joueur actif peut décider aussi d'utiliser l'action piocher. Dans ce cas, il tire la carte du haut du paquet de cartes actives d'une région ouverte et la place face visible dans une case réservée à cet effet sur son plateau individuel. Pour piocher une carte dans une région, le joueur doit avoir dans cette région un nombre de marqueurs population supérieur ou égal à la valeur de la carte. Les marqueurs peuvent se trouver dans les villes ou sur la piste de fret ou encore à côté de cette dernière dans la région. La région centrale est considérée comme ouverte et tous les joueurs comme déjà présents dans cette région. Cette région possède 2 pioches. Piocher les cartes de valeur 0 de cette région ne requiert aucun marqueur population. La carte 5 du paquet Europe et Méditerranée est spéciale. Elle annonce l'abolition de l'esclavage. La première fois que cette carte est piochée par un joueur, tous les joueurs doivent immédiatement écarter toutes les cartes esclavage qu'ils possèdent et réduire les scores de leur piste de statut en fonction des symboles perdus. Les cartes ainsi écartées sont retournées face cachée et leurs propriétaires les gardent près de leur plateau individuel. À la fin du jeu, chaque joueur perdra un point de gloire par carte esclavage en sa possession pour avoir eu recours à l'esclavage. Toute carte esclavage restant sur le plateau principal est immédiatement retirée du jeu. Les joueurs ne pourront plus piocher de cartes esclavage jusqu'à la fin de la partie. Si un joueur ne peut plus ou ne veut plus réaliser d'action, il peut décider de passer. Dès qu'un joueur a passé, il ne peut plus accomplir d'action pour cette phase. Tous les joueurs ont une limite de cartes fixée par leur niveau de politique. Un joueur peut garder une carte esclavage au-delà de la limite de cartes. La carte gouverneur placée sur son emplacement spécial ne compte pas dans la limite de cartes du joueur. Quand un joueur passe, il doit éventuellement se défausser de son excès de cartes. Ce faisant, le joueur perdra les symboles associés aux cartes défaussées, ce qui entraînera une baisse des statuts correspondants. Les cartes défaussées retournent dans la pile où elles ont été piochées.
Les cartes sont toujours rangées par valeur croissante, du haut vers le bas. Quand une carte esclavage est défaussée, elle ne retourne pas dans la pile esclavage, on la retourne face cachée et elle reste près du plateau individuel de son possesseur. Une carte gouverneur défaussée est retirée du jeu. Quand tous les joueurs ont passé, le tour est fini. Le marqueur premier joueur passe au joueur de gauche et le tour suivant commence. Si c'est le 7e tour qui vient de se terminer, la partie est finie. On procède alors au décompte final. On retire alors tous les jetons de commerce restants sur le plateau principal et sur les plateaux individuels. Ils viendront s'ajouter aux jetons de commerce déjà défaussés pour servir à compter les points. On procède ensuite au décompte des villes et des routes. Sur chaque ville où le joueur a un marqueur population, on place autant de jetons gloire que l'indiquent les symboles de la ville. Ensuite, on place un jeton gloire sur chacune des routes contrôlées par le joueur. Et le joueur récupère l'ensemble des jetons gloire accumulés de cette manière. On répète ensuite ce processus pour chacun des autres joueurs. Chaque piste de statut est ensuite décomptée. Les marqueurs qui se trouvent sur des emplacements sans symbole redescendent jusqu'à l'emplacement à symbole le plus proche. Le résultat obtenu correspond au gain de gloire sur la piste de statut. Chaque joueur additionne les points de toutes ces pistes et prend le nombre de jetons de gloire qui convient. Chaque joueur additionne ensuite les symboles des cartes actives en sa possession et prend le nombre de points de gloire qui convient. Les joueurs sans carte gouverneur sur leur emplacement gouverneur prennent 3 points de gloire. Tout joueur possédant au moins une université prend 3 points de gloire par université. Les joueurs gagnent 1 point de gloire par tranche de 3 marqueurs population restant dans son port. Les joueurs avec des cartes esclavage défaussées à côté de leur plateau individuel perdent 1 point de gloire par carte. Chaque joueur additionne ses points de gloire. Celui qui a le plus de points remporte la partie.